when you're painting outdoors, these little washes tend to dry real quick. My name is Clyde Aspevig. Je m'appelle Clyde Aspevig. I'm an artist. Je suis artiste peintre et ma femme est aussi artiste. J'ai grandi dans le nord du Montana, près de la frontière canadienne, dans une ferme céréalière. On élevait aussi du bétail. Ma famille descend des premiers colons installés dans cette région. Ils étaient tous originaires de Norvège. Mon grand-père faisait partie de ceux qui ont labouré la prairie naturelle pour la mettre en culture. C'est assez ironique quand on y pense. Moi qui descends de ces premiers agriculteurs, je me retrouve aujourd'hui engagé dans une organisation qui cherche non seulement à préserver ce qu'il reste de cette prairie, mais aussi à restaurer ce qu'elle était avant. Bienvenue dans Sur la piste du bison, le podcast qui vous emmène au cœur des grands espaces sauvages de l'Ouest américain. Je suis Sylvie Brieux, exploratrice et autrice du livre L'âme de l'Amérique. Depuis une dizaine d'années, je vis plusieurs mois par an dans le Montana. C'est là qu'un jour, j'ai rencontré un bison qui a bouleversé ma vie. Depuis, j'enquête sur ses traces, en allant à la rencontre de celles et ceux qui le connaissent le mieux. Aujourd'hui, je retrouve l'ami Clyde Aspevig dans son atelier près de Bozeman, dans le sud du Montana. Il est en train de préparer une toile. Clyde est l'un des plus grands peintres paysagistes de l'Ouest américain. Dans cet épisode, il nous invite à ralentir et à observer au-delà du bison le paysage, à écouter sa musique, ses rythmes et ses silences comme il le fait depuis l'enfance. Assis sur mon tracteur, j'observais les renards, les lapins, les oiseaux. Il y avait des antilopes, des cerfs partout. C'est là que je suis tombé amoureux de la vie sauvage. Il n'y avait pas grand-chose d'autre à voir. Aujourd'hui encore, je reste émerveillé par la façon dont tout cela fonctionne. Dans ma famille, tout le monde était musicien. Ils jouaient dans des orchestres, ils chantaient. En classe de CP, mon institutrice, je me souviens encore de son nom, Madame Pépion, originaire de la réserve des Blackfeet, a dit à mes parents qu'elle était convaincue que je deviendrais artiste. Depuis tout petit, je dessinais, je peignais, je modelais l'argile. J'avais aussi un oncle, Roll Holland. Il était agriculteur, mais c'était aussi un excellent peintre. L'été 1963 a été une période très difficile pour notre famille. Mon père a appris qu'il était atteint d'un cancer. Au même moment, je me suis fracturé la jambe après une chute de cheval, alors que nous réparions des clôtures. J'avais 12 ans. Pendant ma convalescence, je suis allé vivre chez mon oncle Roll. C'est lui qui m'a donné mes premiers cours de peinture. Quelques mois plus tard, à l'automne, juste avant de mourir, mon père m'a acheté le premier tableau que j'avais peint en plein air pour $10. J'ai encore le chèque, avec la mention « payé ». Cette histoire m'a accompagné toute ma vie. C'était comme s'il me disait « Mon fils, si c'est ce que tu aimes, fais-en ton métier. Va gagner ta vie en tant qu'artiste. » Ce geste m'a donné une confiance immense. À ses débuts, Clyde peint des animaux sauvages, mais très vite, il se rend compte que rien ne doit distraire le regard du paysage. Il décide alors de consacrer son œuvre à la représentation de grands espaces. Il commence souvent par de petites études à l'huile en plein air avant de les transformer dans son atelier en compositions de plus grand format qui éveillent les sens à la beauté. La beauté, c'est une question difficile. Il y a une frontière très fine entre embellir les choses à l'excès et comprendre ce qu'est vraiment la beauté, dans toute sa profondeur. Et ce n'est pas si simple. Tu peux m'expliquer ce qu'est le land snorkeling ?
C'est une expression amusante, inventée par ma merveilleuse épouse Carolina à la fin des années 90. Pour nous, le land snorkeling, c'est tout simplement ralentir, prendre le temps de flâner, de s'émerveiller, sans chercher à atteindre une destination. Je crois que cette expression résume parfaitement ce dont notre monde a besoin aujourd'hui. Ralentir, prendre soin de ce qui nous entoure, préserver le vivant sous toutes ses formes. Et il n'est pas nécessaire d'être en pleine nature pour pratiquer le land snorkeling. On peut le faire dans un musée, dans une bibliothèque, ou même en marchant sur un trottoir à New York. Il s'agit simplement d'ouvrir pleinement ses sens à ce qui se passe autour de soi. Quand on y parvient, on peut appeler ça le zen, la méditation ou comme on veut. Mais au fond, cela ajoute une dimension supplémentaire à notre existence. Plus de joie, plus d'émerveillement, une véritable célébration de la vie. J'observe les formes qui se répètent dans la nature, ces motifs, ces structures que l'on retrouve partout dans l'univers, depuis l'infiniment petit jusqu'à l'immensément grand. Quand je peins un paysage, je pense à tout cela. Je pense aussi beaucoup à la musique. C'est sans doute l'art qui nous rassemble le plus. C'est ce que j'appelle notre terrain d'entente. Et je crois que cette musique existe aussi dans le paysage, à condition de savoir le regarder, dans le rythme des formes, dans l'espacement des arbres. Moi, c'est ainsi que je le perçois, sans doute parce que j'ai grandi dans une famille de musiciens. Pour moi, le paysage est une forme de musique, une musique silencieuse. Clyde peint souvent en musique et en rythme. Il aime les tubes pop des années 60 qui lui rappellent ses années de lycée. Mais il aime aussi le classique et l'opéra. Great old 60s song. Michael McDonald did a great version of it. All right. Source d'inspiration, la nature est aussi le moteur de l'engagement de Clyde Aspevic. Depuis sa création, il soutient l'American Prairie, l'un des plus ambitieux projets de restauration écologique en Amérique du Nord. Je lui demande comment il a rejoint ce projet. L'American Prairie. Tout a commencé il y a une vingtaine d'années. J'ai rencontré l'un de ses fondateurs, Sean Gerety, lors d'une soirée de Noël. Je suis allé me présenter et nous avons commencé à parler. Il m'a expliqué son idée. Créer une réserve naturelle de 1,4 million d'hectares dans le nord du Montana, là où j'ai grandi. Je me suis dit, waouh, c'est un projet incroyable. S'il y a quelque chose que je peux faire pour vous aider, dites-le moi. Une semaine, peut-être 10 jours plus tard, il m'a appelé. Il m'a demandé « Est-ce que ça te dirait de siéger au conseil d'administration ?» Et depuis, j'y suis. Je crois que la vie sauvage, surtout quand elle reprend sa place, est un véritable cadeau de la nature. On ne s'y attend pas forcément et puis, tout à coup, elle est là. J'ai grandi dans cette région. J'ai vu ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale, lorsque les programmes agricoles ont été mis en place pour réguler les prix des matières premières. Puis les grandes entreprises de l'agro-industrie sont arrivées. Je ne vais pas citer de noms, mais 3 ou 4 grands groupes ont fini par imposer un modèle de monoculture. Toute la diversité que j'avais connue enfant a peu à peu disparu. J'ai aussi vu les conséquences des épandages massifs de pesticides. Ce que Rachel Carson dénonçait déjà dans Printemps silencieux dans les années 60. Puis à partir du moment où ces pratiques ont été mieux encadrées, la vie sauvage a commencé à revenir, lentement. En tant qu'homme de l'Ouest, que représente le bison pour toi ?
À part ceux que j'avais aperçus de temps en temps dans le parc de Yellowstone, je ne savais pas grand-chose sur les bisons, sur leur comportement, sur leur façon de vivre. Je vais passer toute ma vie à travailler avec des bovins, mais les bisons, c'était complètement différent. Leur hiérarchie, leur comportement, la façon dont ils protègent leurs petits, tout était fascinant. Et puis leur manière de se déplacer. Ils avançaient tranquillement. Et l'instant d'après, ils semblaient capables de bondir jusqu'à la Lune. Ils étaient d'une agilité, d'une puissance et d'un athlétisme extraordinaire. Et puis, il y a le lien que les peuples autochtones entretiennent avec le bison. Un de mes amis, Junior Horse Capture, qui vit à Fort Belknap, en parlait récemment. Il expliquait que son peuple avait traversé la même épreuve que le bison. Tous deux ont été presque anéantis. Je n'oublierai jamais le jour où nous avons relâché nos 20 ou 30 premiers bisons. Je me tenais à côté de Junior Horse Capture. C'est un homme grand, impressionnant. Je lui ai dit « Alors qu'en penses-tu, Junior ? Après tout, ce sont des gens comme moi qui ont chassé les bisons de ces prairies. Et aujourd'hui, nous essayons de les réintroduire. Nous, les descendants de ceux qui ont envahi et soi-disant conquis l'Ouest. » Il m'a regardé et m'a simplement répondu « C'est un début. » Et il avait raison. Comprendre ce que symbolise le bison, c'est quelque chose de très fort. C'est un animal d'une puissance extraordinaire. Et pourtant, il dégage aussi une forme de douceur qui me touche. Il pourrait tout détruire sur son passage. Mais il ne le fait pas. Il n'est pas agressif. Il vit simplement sa vie. C'est un peu sa philosophie. Vis et laisse vivre. Mais avec une limite. Ne viens pas me chercher. Je ne te fais aucun mal. Alors laisse-moi tranquille. Et vivons en bonne intelligence. C'est comme ça que je vois le bison. Quand tu marches dans la nature, est-ce que tu ressens une forme de parenté avec tout ce qui t'entoure ? Absolument. Je vois des métaphores partout dans la nature. Je vois la nature comme un prolongement de moi-même. Et je me sens moi aussi comme un prolongement de la nature. Vous écoutez Sur la piste du bison, un podcast produit en partenariat avec Quand s'élèvent nos voix et avec le soutien de Dominique Foin et de la Société civile des auteurs multimédia. Un grand merci à Clyde Aspevic pour son témoignage inédit, à Gilles Donada pour le doublage de la voix de Clyde Aspevic, à Daniel John Martin, Olivier Meignier et Yves Gauthier pour la musique originale, à Laurent Pénisson pour le mixage et Alexandre Seron pour l'illustration. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines aventures et à vous rendre sur le site sylviebrieux.org. À très vite!